Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les faits saillants de l'actualité de ce 22h. Le ministre des Affaires étrangères en visite officielle à Mogadiscio a été reçu par le président de la République fédérale de Somalie. Dans l'actualité internationale, Antonio Guterres met en garde contre les conséquences dévastatrices de l'intensification des opérations militaires israéliennes à Gaza. C'était les titres place au développement et nous allons à Mogadiscio en Somalie où le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein, a été reçu par le président de la République fédérale de Somalie, M. Hassan Sheikh Mahmoud. Dès l'entame de l'entretien, le ministre djiboutien a transmis au chef de l'État somalien les salutations fraternelles du président de la République Ismaël Omar Guelleh ainsi que ses vœux de paix, de sécurité et de prospérité pour le peuple somalien. Le président Hassan Sheikh Mahmoud a pour sa part présenté à son hôte un aperçu de la situation générale dans le pays en mettant en exergue les efforts en cours dans le domaine de la reconstruction. Il a également exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple de Djibouti pour le soutien constant et la solidarité indéfectible envers la Somalie. On reste toujours en Somalie où la délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein, en visite officielle en Somalie, est arrivée aujourd'hui dans la ville de Beledweyne, située au centre de la région de Hiran. Cette ville abrite les forces djiboutiennes Hilwalal qui participent à la mission de l'Union africaine en Somalie. Cette délégation comprenait également le vice-chef de la mission de l'Union africaine en Somalie, l'ambassadeur Mokhtar Ousmane Karié, originaire de Djibouti, l'ambassadeur de Somalie à Djibouti, ainsi que d'autres responsables civils ainsi que des officiers militaires. La délégation a été chaleureusement accueillie à Beledweyne, à l'aéroport Lougas Khalif de la ville. Les responsables locaux, les officiers des forces djiboutiennes Hilwalal opérant dans la région Hiran étaient présents pour souhaiter la bienvenue à cette délégation. S'adressant aux médias lors de la cérémonie d'accueil, l'ambassadeur Mokhtar Ousmane, vice-chef de la mission de l'OSOM, a exprimé sa grande satisfaction quant à cette visite dans la ville de Beledweyne. Quant au ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdelkader Hussein, a exprimé son remerciement aux autorités de la région Hiran, la population également, ainsi que les forces armées pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a également exprimé les objectifs de cette visite au centre de la Somalie. Direction la Chine où le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Ghedi, a entamé une visite des usines de production, de transformation de sel alimentaire pour s'imprégner des procédés de fabrication de dernières innovations techniques en la matière. Après la signature mercredi de l'accord tripartite entre le ministère de l'Énergie, Salva Investment et China Mining pour la mise en œuvre d'un nouveau plan de développement de l'industrie du sel du lac Assal d'un montant global de plus de 38 millions de dollars américains. Alors, à son arrivée sur le site d'implantation de l'usine, le ministre a été chaleureusement accueilli par les responsables de l'usine. Il s'agissait là pour le ministre et les responsables de la société Salva Investment de s'imprégner du modèle mécanisé et automatisé du produit du sel alimentaire raffiné, lequel sera ensuite déployé incessamment sous peu dans la zone du lac Assal. Et suite aux récentes pluies qui ont donc entraîné une baisse de la température sur toute l'étendue du territoire national, après une longue période de sécheresse, cette nouvelle situation risque d'engendrer certains défis sanitaires avec la multiplication de maladies infectieuses comme le paludisme, la fièvre dengue.
Nous avons donc posé la question au docteur Sabah Youssouf, médecin-chef du centre hospitalier d'Ambly, sur les mesures préventives, les symptômes pour déceler et soigner rapidement ces maladies. Alors, les changements climatiques qui ont été récemment constatés suite aux précipitations inhabituelles qui ont été remarquées à Djibouti ces derniers temps, ainsi que les retours des voyageurs des zones épidémiques peuvent provoquer des maladies infectieuses. Il faut savoir que les pluies ont créé des eaux stagnantes. Ces eaux stagnantes ont créé des gîtes larvaires pour la multiplication des moustiques ainsi que des vecteurs pour certaines maladies graves, des maladies infectieuses. Parmi ces maladies infectieuses, on peut constater les paludismes, les chikungunya et la dengue. Alors, pour les paludismes, les symptômes habituels sont normalement la fièvre, des maux de tête, ainsi que des courbatures. Pour ce qui s'agit des chikungunya et de la fièvre dengue, on constate généralement, les patients, ils rapportent une notion de fièvre aiguë, de douleurs articulaires, de douleurs musculaires, une éruption cutanée, c'est-à-dire des lésions qui apparaissent au niveau du corps, une fatigue intense ainsi que de nausées. Pour certaines formes graves de la dengue, on peut constater des saignements au niveau des gencives et au niveau du nez. Alors, si vous constatez un parmi ces symptômes-là ou plusieurs, il faut venir consulter au centre de santé le plus proche où le diagnostic pourra se faire par un test de diagnostic rapide. Il faut savoir que ces tests-là sont disponibilisés par le ministère de la Santé de Djibouti et dont certains sont en majorité gratuits. Comment on prévient ces maladies infectieuses qui sont transmises par ces vecteurs tels que les moustiques? Alors, essentiellement, il faut utiliser des moustiquaires qui sont imprégnés, il faut utiliser des répulsifs anti-moustiques, il faut porter des vêtements longs qui couvrent les bras ainsi que les jambes, et il faut surtout éliminer les eaux qui stagnent autour des habitations. Autre point donc dans le second volet de son intervention, Dr Sabah Youssouf n'a pas manqué de rappeler les causes des maladies hydriques. Autre point, les voyageurs, dont notamment les vacanciers qui reviennent des pays étrangers endémiques, doivent consulter rapidement chez les professionnels de la santé. Parmi ces maladies dites hydriques, on remarque essentiellement la fièvre typhoïde, les infections intestinales à Escherichia coli, ainsi que d'autres infections gastro-intestinales. Alors, les symptomologies les plus fréquentes qu'on rencontre lors de ces maladies dites hydriques sont surtout une douleur abdominale, des diarrhées, des vomissements et une déshydratation. Si vous remarquez un parmi ces symptômes, il faut toujours venir consulter un professionnel de la santé. Alors, comment prévenir ces maladies hydriques qui sont essentiellement causées par les eaux, par ces eaux qui sont infectées? Il faut principalement laver les mains soigneusement, surtout avant de manger ou avant de cuisiner. Il faut, et surtout après les toilettes. Il faut laver d'une façon soigneuse les fruits et les légumes avant de les consommer crus. Il faut éviter la consommation des aliments crus ou qui ne sont pas bien cuits. Et il faut surtout consommer de l'eau bouillie ou qui a été traitée. Il faut savoir que les retours des voyageurs des zones épidémiques, c'est-à-dire des pays de voisinage, peuvent provoquer une augmentation de la fièvre, des cas de fièvre ou d'autres symptomologies. Alors, si vous êtes des voyageurs qui sont revenus récemment des pays à zone endémique et que vous remarquez une fièvre ou certains symptômes qui sont inhabituels, il faut venir consulter au centre de santé le plus proche et il faut aussi signaler votre historique de voyage aux professionnels de santé afin de mieux orienter son diagnostic. Il faut savoir que la vigilance collective est essentielle pour la prévention contre les maladies infectieuses. Gros plan cette fois sur l'urbanisation de Djibouti. En effet, dans ce magazine, nous vous emmènerons au cœur de cette métamorphose pour découvrir comment Djibouti conjugue modernité et comment ses habitants vivent cette urbanisation accélérée.
Djibouti, capitale de la République du même nom, vit au rythme d'une mutation profonde. Située au carrefour stratégique de la Corne de l'Afrique, la ville se transforme à grande vitesse. Portée par une ambition claire, devenir un centre urbain, moderne, compétitif et attractif à l'échelle régionale comme internationale. En arpentant ces rues, on constate immédiatement l'ampleur des travaux engagés. Les bâtiments anciens, marqués par le temps, laissent place à des structures neuves, aux lignes épurées et aux matériaux modernes. Le verre et l'acier remplacent peu à peu les murs décrépits, offrant à la ville un visage lumineux et contemporain. Les quartiers résidentiels connaissent eux aussi un profond renouveau. Les habitations sont repensées pour répondre aux besoins d'une population en croissance constante, des espaces plus vastes, des routes plus larges, des trottoirs pavés, des aires de jeux pour enfants et des jardins publics voient le jour. Ces aménagements participent à améliorer la qualité de vie des habitants, tout en rendant la ville plus attractive pour les investisseurs. Au centre-ville, le paysage change de façon spectaculaire. Chaque nouvelle construction s'inscrit dans une logique d'aménagement global visant à fluidifier les déplacements, dynamiser les échanges commerciaux et offrir des infrastructures à la hauteur des ambitions de la capitale. Mais l'urbanisation ne se limite pas à l'immobilier. Le réseau routier est au cœur de cette transformation. L'Agence nationale des routes, l'ADR, déploie un programme de modernisation à grande échelle. Élargissement d'axes principaux, réfection des chaussées, création de nouvelles voies. Le tronçon Guelbetel et le tronçon Carte 7 bis, par exemple, longtemps inutilisable, a été entièrement réhabilité. Nous remercions le gouvernement à travers l'Agence djiboutienne de routes, l'ADR, qui a mis tout son temps et toute son énergie pour réhabiliter cette route qui est très fréquentée par les automobilistes. Nous sommes à l'ouverture, la fin des travaux de la voie centrale de Quartier 7. Nous remercions énormément l'ADR qui ne ménage pas ses efforts et qui est toujours au service de la population. Et qui, depuis que nous sommes là, et bien avant nous, continue à bitumer les voies et les artères de la ville pour que les citoyens puissent circuler. Cette route stratégique relie aujourd'hui plusieurs zones de la capitale, réduisant le temps de trajet et désengorgeant d'autres axes saturés. Ces investissements ne sont pas anodins. Une circulation plus fluide favorise les échanges économiques, facilite l'accès aux services et renforce l'attractivité de Djibouti. Les promoteurs immobiliers suivent cette dynamique. Les habitants, eux, s'adaptent à cette nouvelle réalité. Certains voient les anciens quartiers se moderniser avec de nouveaux commerces, des marchés rénovés, des éclairages publics plus performants. D'autres assistent à la naissance des zones. Là où il n'y avait que des terrains vides, les habitudes changent, les distances se réduisent et les espaces de convivialité se multiplient. Toutefois, la ville n'oublie pas son histoire. Les monuments emblématiques, les mosquées historiques et les vieux marchés conservent leur place dans ce paysage en mutation. L'objectif est clair, allier modernité et patrimoine pour que Djibouti reste fidèle à son identité tout en s'ouvrant au monde. Aujourd'hui, la République de Djibouti s'affirme comme un modèle d'urbanisation maîtrisé en Afrique, en investissant dans ses infrastructures, en repensant ses quartiers et en améliorant le quotidien de ses habitants. La capitale se construit à un avenir solide.
Une ville qui ne cesse de grandir, de se moderniser et de tracer sa route vers demain. Dans l'actualité également, il y a la clôture jeudi des activités estivales du CREFA. En effet, ce programme estival mené en étroite collaboration avec plusieurs centres de développement communautaire, notamment Hajidide, Arhiba Layable Moustiquaire et l'APIFA, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Il a été jalonné d'activités culturelles et linguistiques ayant mobilisé un large éventail de jeunes. La cérémonie de clôture a réuni un public composé de jeunes bénéficiaires, des directeurs de CDC, des représentants du secteur de l'éducation ainsi que des associations francophones partenaires. Plusieurs moments forts ont rythmé l'événement, dont une présentation émouvante de jeunes ayant récemment participé à un programme d'échange au Rwanda soutenu par le CREFA. Djiboutiens de renommée se sont joints à cette cérémonie, partageant avec les jeunes leur passion. Nous allons à Sagalou cette fois, où aujourd'hui 29 août s'est tenue une grande cérémonie de remise de kits scolaires. Au total, 500 élèves de l'école primaire de la zone de Goda Ouest, notamment Akabarta, Sagalou, Wea, Adali, Galina et autres, ont bénéficié de fournitures scolaires pour bien démarrer cette nouvelle année scolaire 2025-2026. L'événement a été marqué par la présence du préfet de la région de Tadjoura, des élus locaux, des chefs de village ainsi que de nombreux acteurs communautaires. Cette initiative, fruit d'un partenariat d'entreprises locales, Soaira Sarl et 3 autres associations locales, l'association de jeunes pour le développement de Akabarta, l'association pour le développement et la protection de l'environnement et le réseau d'aspiration pour un futur meilleur et la protection de l'environnement de Goda Ouest. Objectif, soutenir la scolarisation des enfants, alléger les charges familiales afin de promouvoir l'égalité des chances et l'accès à l'éducation. Une action saluée par la communauté qui illustre la solidarité entre le secteur privé et les associations locales pour l'avenir des enfants. 2026, financé par l'entreprise locale Soara CRL, en partenariat avec l'association des jeunes pour le développement d'Akabarta et l'association pour le développement de protection de l'environnement et réseau associatif Rafiego. Et nous remercions différents directeurs qui sont déplacés de leur localité, ainsi que élus locaux, chefs de village. Et prenons la parole à cette occasion, les représentants de la population, les parents d'élèves, les représentants de 3 associations, chefs de village de Sagalou, Hassan Moussa, l'élu de la région Abdelkader Aden, un cadre de l'enseignement, artiste Arrou, ont participé à la cérémonie de distribution des kits scolaires au profit des écoles rurales de Goda Ouest. Ce n'est pas la première fois que l'association Akabarta apporte un soutien social à la population du secteur, a promis de continuer d'apporter également son soutien bénévolement. Tous ont remercié les 3 associations partenaires, précisant que le soutien à l'éducation des enfants est un investissement pour le développement de Goda Ouest. Quant aux membres de l'association qui sont en majorité originaires de Goda Ouest, un cadre de la région, M. Moussa Mohamed Abdallah, un élu local, ont donc souligné l'importance de soutenir les élèves pour cette nouvelle rentrée scolaire
et ont félicité les associations pour ce geste généreux. C'est un encouragement pour les enfants qui vont bientôt reprendre le chemin de cours. Avec ces fournitures scolaires, les élèves entameront l'année scolaire dans des conditions optimales. Suite aux récentes précipitations qui se sont donc déroulées sur toute l'étendue du territoire national, eh bien, les pluies de la saison restent toujours d'actualité dans certaines régions, dont notamment la région de Dikil. En effet, selon les informations reçues, l'oued de Hanley est en crue suite aux pluies, et ce, 2 fois. Ces pluies de saison sont une aubaine pour les familles des nomades. Toujours selon nos sources, le cru de l'oued survenu 2 fois de suite dans le secteur de Gobad et ses environs se réduit à d'intenses précipitations. De là, nous passons donc à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. La corne de l'Afrique en pleine croissance, le Kenya, la Tanzanie à la tête de l'agriculture durable et la sécurité alimentaire. Le gouvernement kényan a également lancé en 2023 la journée nationale de plantation d'arbres pour objectif de planter 15 milliards d'arbres d'ici 2032. En mai 2024, 1 milliard d'arbres ont été plantés en une seule journée, illustrant l'engagement du pays pour la protection de l'environnement. En Tanzanie, plus de 1,2 trillion de shillings ont été alloués au secteur agricole dans le budget de l'année 2024-2025 afin d'augmenter sa contribution au PIB et d'améliorer également la capacité de production du pays. En sport, cette fois, le Sénégal décroche la médaille de bronze à la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale du Sénégal a remporté la médaille de bronze du championnat d'Afrique des Nations après une victoire au tir au but 4-2 face au Soudan. Grâce à ce succès, le Sénégal conclut sa campagne avec une place sur le podium continental, tandis que le Soudan quitte la compétition la tête haute après un parcours encourageant. Je vous le disais dans les titres, Antonio Guterres met en garde contre les conséquences dévastatrices de l'expansion des opérations israéliennes dans la ville de Gaza. Selon lui, cette escalade obligerait des centaines de milliers de civils déjà épuisés et traumatisés à fuir une nouvelle fois, exposant ainsi les familles à un danger accru. Le 8 août dernier, le gouvernement israélien a approuvé un plan présenté par le Premier ministre Benjamin Netanyahou visant à recouper progressivement l'ensemble de la bande de Gaza en commençant par la ville de Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène dans la bande de Gaza ce que de nombreux observateurs qualifient de génocide marqué par des massacres, la famine, la destruction, les déplacements forcés en dépit des appels internationaux, des injonctions de la Cour internationale de justice à y mettre fin. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.